À genoux, les parents de l'activiste ivoirien Peter 007 demandent pardon au président Alassane Dramane Ouattara. On parlait de cela avec nos chers invités, Horus Donkovi, Marc Niazou et Eric Johnson. On revient avec eux, Eric, Horus plutôt. J'ai demandé la parole en fait, je voulais tout juste ajouter quelque chose, et je pense que c'est quelque chose d'important. On le répète souvent, mais ce que l'on met sur les réseaux sociaux, qu'on met sur le net, reste, ne disparaît pas. Encore aujourd'hui, moi je peux retrouver des interviews que j'ai faites il y a 10, 15, 20 ans. Donc il faut faire attention à ce qu'on énonce, et il faut pouvoir prouver ou défendre ce qu'on énonce. Donc là, par exemple, cette vidéo, je ne sais pas de quand elle date, mais elle l'a rattrapée. Après, je pense que au niveau des médias ivoiriens, on est très dans quelque chose de très comment dirais-je, de très festif, de très voilà, de très détente, voilà. Et effectivement, le responsable de Live TV, depuis un certain moment, a une dynamique qui est celle... Alors, la chaîne est très divertissement. Et effectivement, dans les programmes, on invite beaucoup de hand-griff, ce qu'on appelle influenceurs actuellement. Donc, tous ceux qui, sur Internet, font hand-griff le buzz, sont invités sur les plateaux télé pour gonfler l'audimat de la chaîne. Bon, c'est la directive, c'est la dynamique qu'il prend. Maintenant, libre à la personne qui est invitée d'avoir assez de recul pour savoir ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il prévoit faire dans l'avenir, qu'est-ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit, il va le rattraper, il est responsable de ce qu'il dit, et ainsi de suite. Lorsque vous voyez par exemple le programme de cette chaîne actuellement, on invite tout ce qui est youtubeur, influenceurs, ainsi de suite, c'est eux qui font office, si vous voulez, en griffe de journalistes, de présentateurs, et ainsi de suite. Actuellement, la mode est de prendre ceux qui ont un nombre de followers, de vues, en griffe une certaine influence. On les prend, on les recrute, et ils supplantent même parfois le journaliste ou l'animateur de profession sur les plateaux. Donc vous avez même actuellement vous avez des chaînes, vous allez voir Tia par exemple qui est présentatrice, vous allez voir Suspect 95 qui est présentateur, vous allez voir Willy Dombo qui est présentateur, vous allez voir... Alors maintenant, après, il faut quand même que ceux qui sont invités fassent le distinguo entre ce qui est people, qui est très à la mode. Juvenal disait panen en circenses, c'est-à-dire pain et les jeux du cirque, parce que justement ça détourne la communauté des principales préoccupations qui sont des populations sérieuses, économiques, politiques, éducation, santé et ainsi de suite, et de vraiment les questions essentielles. Là par exemple sur ce coup, il s'est fait rattraper par quelque chose. Non, je pense que ces influenceurs aujourd'hui qui animent toutes ces émissions-là, très franchement, quand vous suivez, vous remarquez tout de suite que les choses ne sont pas cadrées. C'est-à-dire que l'animateur n'arrive pas à recadrer, par exemple, un invité sur le plateau. Non, ne va pas dans ce sens. Et attention, parce que ça, déontologiquement, parce qu'ils n'ont pas le métier. Et c'est très important. Ce que je voudrais juste ajouter, c'est par rapport à Peter 007. Il y a un truc que souvent les jeunes, lui, il a un certain âge, c'est sûr, mais les jeunes oublient. Lorsque vous êtes en politique, il faut forcément avoir un mentor. Qui protégeait Peter 007 aujourd'hui? Non, mais il est devenu pro-Guillaume. Il peut devenir pro-Guillaume, mais tout le monde peut être partisan d'un parti politique, mais ça ne veut pas dire que ce leader-là est forcément le protecteur.
vous ne pouvez pas être protégé par votre chef de parti politique parce que vous appartenez à son parti politique. Attention, parce que là, quand vous regardez l'atmosphère aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous sentez que derrière des jeunes qui émergent, il y a toujours de grands politiciens, des mentors qui sont là et qui leur demandent, voilà, on leur apprend quand même le métier. Parce que, attention, la politique aussi, c'est un métier. Aujourd'hui, il faut apprendre. Parce que, vous voyez, il y a un décalage. Quand on regarde certains partis politiques chez nous ici, il y a un décalage. Il y a des partis politiques où les gens parlent, tout le monde peut parler au nom du parti politique. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut recadrer tout ça. PITA 007 était en train de se faire une personnalité en politique, alors qu'en réalité, il est militaire, hein? Il est gendarme, n'est-ce pas? Donc, il n'a pas encore suffisamment de bagages politiques pour pouvoir se permettre certaines choses. Et aujourd'hui, c'est tout ça là qui le rattrape. Tout simplement. Pour chuter, avec la Côte d'Ivoire. Vous savez, n'oublions pas que tous les activistes, c'est pas mon le contraire, ont un agenda caché. Presque tous les activistes ont un agenda caché. Oui, puisque vous savez... Horus va nous en dire un peu plus. Activiste panafricaniste. Peut-être après. On peut voir. C'est un objectif, Horus. On peut voir. En antenne, peut-être qu'il va nous éclaircir. Mais si presque tous les activistes ont un agenda caché, sûrement que ces propos-là ne sont pas anodins. Il sait très bien ce qu'il a fait. Et ce qui sera arrêté. Peut-être dans les sérails, il y aura autre occasion. Ils vont pouvoir discuter. Bien sûr. Quand le Djoin vient de dire, c'est un gendarme, c'est un corps habillé. Il a reçu une formation. Il maîtrise certaines choses. D'ailleurs, le corps habillé ne parle pas. Vous allez voir. La grande muette. J'essaie de vous comprendre. Politiquement, il y aura des arrangements. On va lui poser des questions sur Guillaume Soro et autres, comme négociation. Est-ce qu'il a une carrure? Parce que en tant qu'un garde du corps, il ne pouvait pas poser cet acte-là. Être un people, je pense est-ce qu'il a une carrure? Est-ce que c'est ça? Blégoudé a une carrure. Guillaume Soro a une carrure. Mais par exemple, là, c'est là où je pense que peut-être il a fait une erreur, c'est que être un YouTuber où tu es sur le net et puis les gens, il y a followers, tu es suivi, on fait des commentaires, mais ça n'a strictement rien à voir avec la carrure. C'est-à-dire la carrure et la... si on prend le cas de... J'oublie le nom, il y a un porte-parole du RHDP, Mamadou... Mamadou Touré. Mamadou Touré, le jeune, le ministre de la Jeunesse. Prenez par exemple Mamadou Touré, il a une carrure. Et par contre, ça ne fait pas de lui un YouTuber. Vous n'allez pas le retrouver avec des vidéos à chaque fois. C'est le porte-parole adjoint du RHDP. Alors, pour revenir justement un peu à ce que Eric disait, justement, il y a ça. Et quand vous prenez Mamadou Touré, prenez Blégoudé, prenez même Guillaume Soro, prenez un certain nombre de personnalités qui sont jeunes et qui sont, si vous voulez, la génération qui vient après celle des classiques, mais il y a une construction de carrure. Bon, là, on a quelqu'un qui faisait des vidéos. Et les vidéos étant ce qu'elles sont, c'est très médiatique, tantôt people, tantôt ainsi de suite. Mais après, cela ne signifie pas, tu es connu, parce qu'il y a ça, tu es connu, mais cela ne signifie pas que tu es pris au sérieux et que tu es respecté. Donc tu es connu, tu te retrouves embastillé, et je pense que les parents qui peut-être n'étaient pas dans la finesse de la chose, ont compris le danger, parce que ce qui va se passer maintenant, c'est que si c'est une procédure judiciaire, même s'il doit avoir grâce, il faut déjà qu'il y ait procès et condamnation. Donc le monsieur se retrouve, s'il ne fait pas attention, pour plusieurs années, plusieurs dizaines d'années derrière les barreaux. Et tout simplement parce qu'il a fait la confusion entre le fait d'être médiatiquement connu et d'être enraciné politiquement au point de susciter peut-être deux choses différentes. Assez d'engouement pour que les gens disent libérez-le. Là, par exemple, ce que vous avez dans la réaction des gens, c'est
ayez pitié de lui, faites pardon. Mais absolument pas des gens qui sont prêts à sortir dans la rue, le soutenir comme on a pu le voir pour un Bigoudé, un Soro ou tout un... Vous voulez chuter Oui, en quelques secondes? Peut-être qu'il n'a aucune notion de la diplomatie. Avant de faire la politique, il faut au moins faire la diplomatie. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire devant les gens. Même si vous le savez. Et lui, je dirais sa bouche ne porte pas de string. Allez, on va passer à Abuja. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont engagés, c'était dimanche, à créer une force de maintien de la paix régionale dans l'espoir de ramener un peu plus de stabilité et de sécurité dans une région où les coups d'État se multiplient. On va suivre cet élément réalisé par la rédaction Info de New World TV. On revient pour la suite avec nos chers invités. Les transitions démocratiques et la lutte contre le terrorisme, ce sont les principaux objectifs du 62e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Réunis ce 4 décembre à Abuja au Nigeria, la CEDEAO donne un ultimatum au Mali pour la libération des 46 soldats ivoiriens. The leaders have also looked at the transition. Les dirigeants ont exprimé leurs préoccupations concernant la détention continue de 46 soldats ivoiriens au Mali et appellent les autorités maliennes à libérer les soldats au plus tard le 1er janvier 2023. Nous continuerons à dialoguer avec les autorités maliennes pour obtenir la libération immédiate des 46 soldats détenus au Mali. Au cas où les soldats ne seraient pas libérés rapidement, les dirigeants se réservent le droit et ils ont pris la décision de prendre certaines mesures. Autre mesure prise, la CEDEAO annonce la création d'une force régionale pour lutter contre le terrorisme et pour rétablir l'ordre constitutionnel, défini comme un instrument d'intervention contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels dans la sous-région. Cette force sera financée par la CEDEAO. Alors Eric Johnson, on va juste prendre cette partie qui concerne cette force qui sera créée. L'objectif, il est clair, lutter contre les coups d'État en Afrique de l'Ouest. Alors, quel sera le rôle, selon vous, précisément de cette force qui sera financée par la CEDEAO? Le rôle, c'est de lutter contre les coups d'État, tout simplement. Non, il faut partir de ceci. Les chefs d'État ont fait quel constat? Qu'il y a trop de coups d'État dans la sous-région. Qu'est-ce qui amène ces coups d'État? D'abord, il faut savoir que nos États sont très faibles. C'est-à-dire nous avons des institutions qui sont vacillantes, qui n'ont aucune base solide pour pouvoir être appelées institutions. Je parle de tout le pouvoir politique, militaire et judiciaire, etc. Donc, vous avez des États faibles. Vous avez des armées aux ordres. Le rôle régalien de l'armée n'est jamais ce qui se pratique dans la sous-région. Vous avez, on parle de séparation de pouvoir, mais la justice est au pas. La justice est au pas, l'armée aux ordres. Vous avez, je ne sais pas, des chefs d'État qui peuvent appeler le procureur de la République, sinon le président de la Cour suprême ou de la Cour constitutionnelle pour lui dire voilà ce que je veux. Et donc, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On tronque la loi pour arriver à ce que ce chef d'État veut, le vouloir du chef suprême. Quand vous avez des choses comme ça, et à côté, vous avez la corruption galopante, je ne sais pas si je... Vous voulez dire quoi, Eric Johnson? Il faut plutôt voir ces aspects au lieu de vouloir créer une force pour lutter contre ces coups d'État. Il faut partir de là. Parce que ce qui cause ces coups d'État qu'on veut aujourd'hui
enfin pour lesquels on veut créer une force, c'est ça, le soubassement de la République. Vous avez la pauvreté qui est ambiante. Partout, les populations crient à la faim. Les besoins élémentaires, ces populations n'en trouvent pas. Alors que, vous voyez avec ça, la société qui est, on dit, les riches, les moins riches, et puis les pauvres. Alors, Éric Johnson, vous pensez qu'après ces coups d'État, les solutions sont trouvées justement à ces problèmes? Non. Lorsqu'on fait le coup d'État, est-ce qu'on arrive à trouver les solutions à ces problèmes? Non, j'en viens. C'est parce que nous ne cherchons pas à avoir des États forts. C'est parce que nous ne cherchons pas à régler le problème de pauvreté, d'extrême pauvreté. Quand on parle de pauvreté, j'ai fait un exposé, les gens parlaient du développement, dit les pays africains sont des pays en voie de développement. Je dis pardon, en voie de sous-développement. Parce que pour parler de développement, il faut que ça commence quelque part. Mais si vous avez des populations aujourd'hui, oui, les gens sont en train de faire des efforts. Je viens d'apprendre que au Togo, c'est 68% des populations qui arrivent à boire de l'eau potable. Ça veut dire que 32% n'ont pas d'eau potable. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond à faire encore. On est en train de chercher 1400 milliards de francs CFA pour qu'à l'horizon 2030, tous les Togolais puissent avoir de l'eau potable. Ça, ce sont des besoins élémentaires des populations. C'est par là qu'il faut commencer. Il faut que les populations soient éduquées. Ce dont nous étions en train de parler tout à l'heure de Peter 007, je peux mettre ça encore sous le sceau de l'éducation. De l'éducation. Si on avait expliqué aux citoyens que vous pourrez ne pas être d'accord avec vos dirigeants et que cela se dit d'une manière polie, je pense qu'ils ne le feraient pas. Regardez ce qui se passe au Qatar avec la Coupe du Monde. Les Japonais, quand ils veulent sortir des stades, ils nettoient. Même après la défaite. C'est-à-dire que c'est un peuple éduqué, discipliné. Et donc, à partir de ce moment, c'est des exemples à copier. Et je pense que c'est le rôle de l'État. Maintenant, c'est vrai, tu me laisses terminer cette analyse-là parce que, tu sais, quand vous voyez tout ça, les gens manquent d'éducation, les gens mangent de quoi vivre, les gens manquent des soins primaires. Vous savez... Cela révolte les gens et cela amène les coups d'État. Ça n'amène pas les coups d'État. Ça ne devrait même pas amener les coups d'État. Parce que quand on veut faire les coups d'État, on utilise quoi? Les moyens de l'État. Les militaires, quand ils viennent pour faire un coup d'État, c'est pas de leur poche. Ils sortent l'argent pour acheter des armes, pour venir tuer encore des citoyens ou venir s'accaparer des institutions de la République. C'est l'argent du contribuable. Cet argent-là pouvait servir à régler d'autres problèmes. Voilà pourquoi je dis, nos chefs d'État, je suis tout à fait d'accord qu'on dise qu'on est au 21e siècle et qu'il faut arrêter les coups d'État, mais qu'ils pensent d'abord à comment avoir des États forts pour que ces coups d'État-là ne puissent pas être perpétrés. Alors, Marc, quand on voit le développement du doyen Éric Johnson, cela veut dire qu'on a brûlé les étapes. On doit essayer d'apporter d'abord des panacées aux problèmes existentiels avant de penser à cette force. Effectivement,
mais je ne suis pas totalement d'accord avec le Djoin, même si je partage certains de ses avis. Et vous savez, la pauvreté peut créer un coup d'État, la misère, tout ça qu'on sort. Mais la grande question que moi, personnellement, je me pose, pourquoi on veut créer une force future contre les anticonstitutionnels? Pourquoi? On veut, je dirais... On veut faire peur aux gens peut-être. Pas ça, mais on veut tromper un peu la vigilance de la population en disant que cette force va lutter contre le terrorisme et directement... Ouais, puisqu'on a parlé également du terrorisme. Ils veulent dire tout simplement qu'ils veulent lutter contre les coups d'État. Les coups d'État. Mais qu'est-ce qui crée les coups d'État? C'est là qu'il faut aller. Qu'est-ce qui provoque les coups d'État? Même si on est contre le coup d'État. Est-ce qu'ils peuvent se dire la vérité entre eux? Ils se disent des vérités. Je vais parler des chefs d'État lors de ces sommets pour dire peut-être au président, c'est un exemple sénégalais, sur ce point, vous ne faites pas bien. Le président sénégalais qui le dit aussi au président togolais, etc. Ça pouvait au moins résoudre certains problèmes. Vous savez, quand j'ai écouté le président de la CEDEAO, le président de la commission de la CEDEAO, quand je l'ai écouté, je me dis, mais tiens, le gars là, nous avons des intellectuels qui ne réfléchissent pas. Vous savez le pourquoi? On parle de financement, il dit que c'est eux-mêmes qui vont financer. Pourquoi ils veulent financer? Cet argent qu'ils vont prendre pour financer une création. Peut-être que le coup d'État recule les pays. Puisqu'ils disent qu'ils ne veulent pas attendre des volontaires. Mais pourquoi ne pas utiliser cet argent-là pour nourrir la population? Parce que le rôle régalien de l'État, c'est l'épanouissement de la population. Pourquoi ne pas utiliser? Puisque ce sont des milliards qui vont sortir. Mais ils veulent créer cela pour quelle raison? Je disais que je partage pour chasser les potistes. Vous savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je partage l'avis du doyen quand ils disent nous devons avoir une institution forte. Les lois sont là. Nous sommes dans un pays de droit, si on peut le dire. Mais dans l'application, je me demande si réellement ceux qui incarnent nos justices... Disons, nous sommes dans des pays de droit, puisqu'on parle de la CEDEAO. Si on peut le dire ainsi, pour leur faire plaisir. Mais la réalité est tout autre. Parce que on dit réellement, on ne doit pas changer la Constitution. Mais on voit des chefs d'État qui changent la Constitution. C'est également une cause, vous voulez dire? Oui, c'est une cause. Mais c'est de là, il faut attraper, et comment on dit, le mal par la queue. Il faut aller là, il faut aller à la source. Pourquoi il y a des coups d'État? La source, c'est la queue. Et de surcroît, dans la sous-région ouest africaine, tantôt on parle de Mali, tantôt on parle de Burkina, tantôt on parle de Côte d'Ivoire, tantôt on parle de la Guinée, ça qu'on sort. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est là où il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir arrêter ces coups d'État et non créer encore une autre force pour pouvoir contrecarrer les militaires qui prennent le pouvoir par force? Je ne suis pas d'accord avec eux aussi. Maintenant, l'autre question que je me pose, maintenant, en créant cette force maintenant, qui va diriger ça? Ils sont en train de faire des business. Des business là-bas. C'est sûr. Peut-être que c'est la commission. Non, ce sont des business. Vous savez, nos chefs d'État, qu'ils souffrent que je le dise, ils n'ont pas des ambitions. Pardonnez-moi, mais ils n'ont pas des ambitions. S'ils ont des ambitions, par exemple, ça aussi, je ne dis pas qu'il est totalement sain. Entre-temps, j'avais écouté le président sénégalais qui a dit, j'ai supprimé le Sénat. J'ai supprimé le Sénat pour faire quoi? Pour mettre de l'électricité dans mon pays. Ça, c'est une grande ambition. Mais s'ils se réunissent, soit c'est pour parler de Mali, soit c'est pour parler de ceci, et non pour dire, ok, il y a tel problème dans votre pays. Comment on va faire pour pouvoir résoudre ce problème-là? Tant qu'on n'arrive pas à trouver la cause, tant qu'on n'arrive pas à trouver l'origine des problèmes, on ne peut jamais les résoudre. Horus Donkovi, est-ce que vous pensez aussi, parce que je fais cette déduction en suivant les analyses de Eric Johnson et de Marc Nyazou, que les chefs d'État lors de ce sommet n'ont pensé qu'à eux-mêmes et surtout à leur pouvoir? Bon, en fait, si tu veux, pour moi, le verre est dans le fruit. Alors, tout à l'heure, tu as passé un élément. Rien que à la façon dont est traité le problème des soldats ivoiriens au Mali, laisse à penser que l'initiative qui suit n'ira pas loin, parce que il s'agit de personnalités africaines qui, on le comprend,
n'ont toujours pas la capacité de se dire ouvertement et franchement les choses. Le cas des soldats ivoiriens que personne n'explique, qui se retrouvent au Mali pour une mission dont on n'arrive pas à expliciter, qu'on n'arrive pas à défendre de façon légale et de façon correcte, dit tout. Alors, le problème avec l'initiative, alors avoir une force qui va fédérer un certain nombre d'armées de plusieurs pays pour avoir une force africaine de façon triviale est une bonne initiative. Sauf que le problème, ce n'est pas d'avoir une CEDEAO des chefs d'État. Le défi, c'est d'avoir une CEDEAO des peuples. Et donc, lorsque la CEDEAO prend cette initiative, elle ne parle pas de la CEDEAO des peuples. Cette question de peuple représenté valablement lors d'institutions entre griffes panafricaines, c'est une question qu'on s'efforce de contourner. Je me rappelle que pour l'UA, il y avait déjà cette problématique d'avoir l'UA des peuples, avec une représentativité des peuples, pour ne pas avoir justement un genre de syndicat de chefs d'État qui va se prévaloir d'un certain type de décision. Lorsque la CEDEAO, par exemple, dit qu'elle va faire, comment dirais-je, une force armée, ainsi de suite, c'est, pour moi, c'est récupérer un certain nombre d'idées panafricaines sans traiter les questions de fond. Parce que l'idée a été là. Voilà, l'idée était là. C'est ça. Cette question d'armée fédérale n'est pas un nouveau questionnement. On veut faire une armée fédérale, supranationale, dirigée par la CEDEAO, sans poser la question de la fédération des peuples africains. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le panafricanisme qui parle. Hein. Mais oui, parce que ce qu'on est en train d'expliquer aux gens, c'est que, par exemple, s'il y a une remise en question, par exemple, de ce qui est fait au Togo, et qu'on estime qu'il y a un coup d'État, qu'il soit armé ou constitutionnel, une force supranationale aurait l'autorisation de venir à l'intérieur du Togo. C'est ce que ça veut dire. Ouais. Aurait l'autorisation, on peut avoir des Béninois, des Sénégalais, des Maliens, ainsi de suite, du jour au lendemain, qui vont venir à l'intérieur du Togo pour restituer l'ordre national, l'ordre constitutionnel. Voilà. C'est ce que ça signifie. Oui. Et ce n'est pas rien. Cela sous-entend que les États acceptent de céder une partie de leur autorité à quelque chose de plus grand. C'est une fédération qui ne dit pas son nom. Donc autant poser clairement la question de la fédération. Et de là, si on pose la question de la fédération, poser la question de, comment dirais-je, la symbiose des constitutions. Parce qu'à cette étape-là, une constitution au Sénégal ne pourrait être radicalement différente d'une constitution au Mali, au Burkina ou au Togo. Si par exemple on pose la question de la limitation de mandat, il faut qu'elle s'applique un peu partout. Si on pose la question d'un certain type de liberté d'expression, liberté de manifestation, liberté de contestation, ainsi de suite, il faut que cela s'applique à tous les pays. C'est là. Et le problème avec la CEDEAO, c'est qu'elle semble, comment dirais-je, occulter cela. Et on a l'impression qu'il s'agit d'une simple force de maintien de l'ordre qui aurait le pouvoir. Non. Tout à l'heure, il pose une question intéressante. Il dit qui va la commander? Ce qui doit être la diriger. Qui va la diriger? Peut-être la commission de la CEDEAO. Mais s'il y a une commission, ça veut dire qu'il y a un chef d'état-major de la CEDEAO. Bien sûr, ça existe. C'est ce que ça veut dire. Et s'il y a un chef d'état-major de la CEDEAO, ça sous-entend qu'il y a une communion entre les différentes armées. Mais s'il y a une communion entre les différentes armées, qui a le pouvoir sur terrain, qui décide de ce que va faire cette armée-là? Donc, souvent, ce sont les puissances. Le Nigeria, par exemple, c'est ce qu'on a vu par le passé. Non, mais le Nigeria a l'habitude de piloter ses forces. Non, mais le problème, c'est que lorsqu'il y a ce genre de choses, après, on a des conflits entre États. C'est pour ça que vous avez vu à un moment le Tchad
qui estimait avoir largement contribué à la protection, qui à un moment revendiquait un certain nombre de places. Le Nigeria le fait. Donc, le problème avec ce que énonce la CEDEAO, c'est que, et ce qui m'agace, c'est qu'on récupère un certain nombre d'idées qui ont existé par le passé, qui sont justement des idées panafricaines. On les vide de leur substance pour les adapter à quelque chose qui est vicié d'avance. Si on n'arrive pas déjà, au sein de la CEDEAO, à faire comprendre qu'un État ne peut pas envoyer un certain nombre de troupes dans un autre État sans en avoir son accord, sans qu'il soit officiellement au courant, et que ce problème-là, on n'arrive pas à le résoudre dans la franchise, et qu'on parle même de... Mais c'est que c'est vicié d'abord. Si on n'arrive pas à avoir une CEDEAO des peuples, et qu'il s'agit de chefs d'État, qui dans leur pays ont parfois des problèmes de légitimité, qui peuvent se lever, déclarer une guerre, déclarer une intervention, déclarer une répression d'opposants, déclarer, comment dirais-je, une censure, enfermer des opposants, c'est qu'on ne règle pas le problème. Allez, donc, on va marquer la pause pour le journal. On peut revenir juste après sur cette décision de la CEDEAO.